Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, je ne sais pas combien vous êtes, mais quand on a lancé, il y avait déjà une centaine de personnes qui assistaient sur Twitch à ce nouveau mardi graphique. Donc, on est ravis que vous soyez aussi nombreux et nombreux. Alors, on est ensemble à peu près jusqu'à 12h30. Pour ceux qui ne connaissent pas les mardis graphiques, en fait, c'est des tables rondes et conférences qui se passent à Rennes, à l'école des beaux-arts. C'est à peu près 2 fois par an. Et en fait, c'est en mode un peu plus long que ce qu'on va vous proposer là, puisque quand c'est en live, il y a une partie d'une demi-heure de conférence. Et ensuite, il y a une partie table ronde à laquelle on invite d'autres studios graphiques et leurs commanditaires, leurs clients, à parler sur scène et à s'exprimer autour d'un projet. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est la relation qu'il y a entre le graphiste et son client et montrer que souvent, quand les projets sont réussis, c'est qu'il y a eu une bonne relation. En fait, chacun sait jusqu'où aller dans son travail, à quel moment s'arrêter, ce qu'on est en droit d'attendre les uns des autres. Voilà, donc il y a déjà eu Brest, 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 il y a déjà eu Les Beaux Diables, Jocelyn Cotensin, Julien Legendre, enfin bref, plein de gens qui sont venus. Mais donc ça dure assez longtemps, ça dure à peu près 2 heures. Et là, quand on fait le mardi graphique en webinaire, on vous propose une version plus courte. Donc on va vous parler pendant à peu près une demi-heure et ensuite vous pourrez poser vos questions. Et donc ça va durer en tout 1 heure, on est ensemble jusqu'à 12h30 à peu près. Voilà. Et alors pour poser vos questions. Donc c'est très simple, j'ai vu qu'il y en avait déjà pas mal qui avaient réussi à aller sur le chat de Twitch. Donc si vous êtes jamais allé, il faut juste créer son identifiant et son mot de passe et puis voilà, c'est aussi simple que ça. C'est parti, du coup on commence ce mardi graphique sur les tendances visuelles 2025 et on va commencer par parler de logo et en posant la question d'un retour aux sources. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, autour des années 2015, il y a eu un grand mouvement suivi aussi bien par les entreprises de la tech que par les entreprises de la mode 2 ans plus tard, où elles ont toutes revu leur logo en abandonnant les identités très signifiantes du départ et en allant sur des typos bâtons vraiment très très simples. Et ça a été un espèce de raz-de-marée. Pourquoi est-ce qu'elles ont fait ça? Dans la tech, il y avait 2 raisons. D'abord, c'était des entreprises qui étaient des startups et qui voulaient montrer au bout d'un moment qu'elles avaient gagné en notoriété et qu'elles étaient devenues des vraies entreprises vraiment installées. Et du coup, elles voulaient avoir des typos qui gommaient un peu ce qui les rendait mignonnes, sympas et tout, pour paraître plus institutionnelles. Et puis une deuxième raison, c'est que on a tous des smartphones en main, et donc dans ces années-là, c'était un peu ce qui se passait. Et donc il fallait avoir des identités visuelles très faciles à lire sur un smartphone ou en tout cas sur un écran. Donc c'est les 2 raisons qui les ont poussés à faire ça. Pour la mode, il y a la même raison aussi de l'arrivée des écrans évidemment, mais il y a aussi une raison qui était que peut-être ces entreprises-là voulaient avoir un petit peu moins un aspect ultra luxe pour descendre dans la rue et pour trouver un autre type de clientèle. Toujours est-il que voilà, on s'est retrouvé à avoir des logos qui avaient un peu perdu de leur originalité, hein, qui étaient un petit peu tous pareils. Et donc là, ça y est, on est 10 ans plus tard, et je vais vous montrer l'exemple de Burberry, là, qui est à droite sur la deuxième ligne. Eh bien, ça y est, Burberry, ils viennent de refaire leur identité. Donc, vous voyez complètement à gauche, c'était le logo de départ en 1901. Au centre, donc dans les années 2018, c'est ce qu'ils ont refait en ayant des typos, en abandonnant la typo originale pour une typo linéale, donc bâton toute simple. Et puis là, 2023, et ça y est, on revient au signe, au cavalier de départ. Alors il a été légèrement retravaillé évidemment pour gagner en lisibilité, mais quand même il y a beaucoup de finesse et on a gardé énormément de choses du signe de départ. Et puis on a apporté un retravail sur la typographie. Donc vous le voyez là, on est revenu à une typo à sérif, on est revenu à quelque chose de peut-être de plus historique, mais en tout cas qui apporte de l'originalité à la marque. Et puis évidemment, on utilise le cavalier là sur les visuels d'une façon assez contemporaine. Donc Burberry, ils ont fait ce retour à une typo un peu plus originale, on va dire, en allant vers le rétro. Maintenant, c'est pas la seule manière de faire, il y a d'autres manières de faire. Par exemple, l'entreprise Carbon Cutter, dont l'idée c'est de faire des bilans carbone et d'aider leurs clients à couper le carbone. Donc cutter, c'est vraiment la découpe. Donc eux, par leur lettrage, signifient leur activité. Donc là, c'est une proposition très contemporaine de
donne le sens de l'entreprise par la typo. Dans le même esprit, un peu différemment, c'est la ville de Chaumont, pareil, avec très peu de moyens graphiques, 2 couleurs et une typo, et un principe de mise en page, vous le voyez, à la verticale comme une affiche. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Tous les graphistes savent que Chaumont, c'est une ville qui accueille un festival de graphisme très célèbre. Et donc rien qu'avec ça et avec une typo variable, donc la typo variable, vous le savez, c'est la typo qui se déplie en largeur ou en hauteur en fonction de l'espace. Donc rien qu'avec ces 2 couleurs, la typo variable et le principe d'affiche, ça leur fait une identité parfaitement reconnaissable, très contemporaine. Voilà, et ça se suffit à soi-même en fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir d'autres codes graphiques que ça. Autre exemple avec le quotidien, donc une émission de TMC, et où là également il y a une recherche graphique sur le logo. Vous voyez que la lettre Q elle est droite alors que les autres lettres sont italisées. Le point sur le I évoque dans sa contreforme un plus alors que l'autre point est tout à fait normal. Donc voilà, il y a un travail moderne graphique qui est fait sur l'identité visuelle. Et surtout, là, ce qui est intéressant, c'est que le logo n'est pas tout seul, évidemment, pour porter des valeurs. Il y a tous les codes graphiques. Et donc là, le quotidien, comme c'est une émission qui va montrer l'actualité, ils ont emprunté plein de codes visuels, des trames, des textures, des vecteurs, etc., à la presse papier, pour créer leur identité et pour créer tous les génériques des différentes séquences de l'émission. Voilà, donc en gros, on a vu plein de manières de faire un logo avec une typographie qui va se démarquer. On voit qu'on est passé du blending à quelque chose de plus signifiant aujourd'hui, à des typos plus travaillés. Et c'est ce dont va parler Juliette. Donc oui, on était un petit peu obligé d'avoir un focus un peu typographique dans cette tendance. C'est vrai qu'on a pu voir par exemple pour le logo de Chaumont que la typographie, elle avait vraiment toute sa part dans le graphisme. Et donc on a dégagé plusieurs tendances vraiment totalement différentes. On passe de l'une à l'autre, on va vous montrer tout ça. Donc pour la première tendance, on a dégagé des typographies qui pour nous sont très lisibles, c'est-à-dire des typos très grasses, très simples dans leur dessin, avec parfois, par exemple, comme pour BIM, quelques lettres qui peuvent être un petit peu plus originales. Mais en fait, là, on est dans une sorte de typographie qui pour nous tend vers l'accessibilité. On n'en est pas encore totalement, il y a encore du chemin, mais c'est vrai que c'est des demandes aussi qui commencent à apparaître, évidemment l'accessibilité. Donc voilà, c'est des typos qui tendent vers ça, et on est 100% sur la lisibilité en tout cas. Autre tendance qui pour le coup là ramène plus vers le côté identitaire. En fait, c'est des typographies qui ont tendance à transpirer un petit peu un ADN. Donc là, en fait, on n'a même pas besoin forcément de lire en détail ou de regarder les illustrations pour comprendre qu'on parle des États-Unis. Donc c'est assez fort, ça montre que la typographie parle vraiment d'elle-même. Donc là, c'est Playground Paris qui ont fait toute une série de podcasts pour Quotidien, justement, le quotidien qu'on a vu juste avant. Et donc on a une belle cohérence dans les illustrations. On adore toute cette gamme de couleurs et d'illustrations, mais ce qui fait toute l'identité, le côté très identitaire, c'est la typographie. On a aussi un côté très 50s avec une typo assez modulable en hauteur, très grasse, très personnelle, et cette étoile là du I qui ramène encore une fois le côté très géographique et donc américain de la typographie. Autre tendance, donc là on commençait à parler un petit peu du côté 50s rétro, donc là on est totalement dedans. On a repéré cette typographie, la Pimpit. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisée. Elle est utilisée énormément déjà dans le milieu du graphisme. Je crois d'ailleurs qu'il y a un site qui existe qui recense c'est comme ça qu'on a trouvé tous les projets en fait qui ont utilisé cette typographie. Et là on voit qu'on est dans quelque chose de très actuel. Et en même temps très années 70, avec un arrondi dans les lettres qui est hyper accentué, le côté très osé aussi de la déformation de certaines lettres, en hauteur, etc.
Donc on va au-delà de la typo, là on est vraiment dans une forme graphique à part entière. Donc là on passe sur autre chose, rien à voir, on est dans une typographie script. On a trouvé, en tout cas à Pollen, qu'il y avait une réémergence comme ça des typographies très ornementales. On pense notamment que c'est dû au fait que le film À gauche Priscilla soit sorti il y a 1 an ou 2, qui a fait qu'il y a eu cette réémergence de ces typographies-là. Donc pour nous, c'est vrai qu'il y a quelques années, ça pouvait être un petit peu ringard, ce genre de typographie, on ne les utilisait plus tant que ça, mais là, elles reviennent totalement dans les tendances. Et ça donne tout de suite un ton, on est vraiment dans quelque chose de précieux, d'assez élégant, quoi. Voilà. Ouais, avant c'était ringard et cuculapraloche et Ouais, girly, et maintenant, Maintenant, on en met ouais. des caisses, quoi. On joue là-dessus, justement. Et on peut aller donc jusqu'à... donc là, il y avait ce côté ornemental. Là, on est vraiment dans la réappropriation de cette première tendance qu'on a appelée Priscilla, avec quelque chose de plus organique. À gauche, on pourrait voir presque de la dentelle. On est sur quelque chose de très fin, de très raffiné. Et à droite, plus organique, plus végétal. Donc ces exemples-là montrent bien que la typographie n'est plus qu'une typographie, enfin, c'est vraiment un élément graphique à part entière, un motif. Même à droite, ça devient une affiche en fait. Enfin, la typographie se déploie, quoi, on va dire. Et enfin, on voulait finir cette partie typographique avec ce projet, Disco Duro, qui pour nous résume un petit peu plusieurs tendances. Donc déjà la Priscilla fonte qu'on vient de vous évoquer, avec ce bloc-marque très élégant, très, très fin. C'est vrai que c'est une typographie qui est aussi souvent accompagnée de typographies plus droites, un peu plus froides. Donc là on le voit un petit peu ici, mais globalement c'est vrai que c'est des typographies qui se marient bien avec des typographies beaucoup plus bâton. On a aussi un esprit très moderne, un peu en parallèle, en contraste avec le côté très élégant. Donc en partie haute ici, on a le côté pixel qui revient, des couleurs assez fluo, etc. Donc beaucoup de modernité. Et pour finir, on a aussi la tendance aérographe, on a appelé la tendance floue, que l'on voit légèrement là sur ce bloc-marque, comme ça, qui apparaît. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est visible là dans la typographie, mais qui est aussi très visible dans tout l'univers illustré notamment. Donc je vais laisser Laurence parler de ça. Ouais, donc le flou, on le voit là sur notre boule de cristal, là, avec les mains sur la boule de cristal qu'on a choisi pour parler des tendances 2025. Donc avec du flou et du dégradé, en fait, on cherche à se distinguer et à montrer le travail des graphistes sur tous les supports, et puis à se distinguer des autres et à trouver des nouveaux codes visuels. Et donc le flou revient pas mal aussi, notamment en illustration, parce que peut-être en réaction au flat design, on retrouve des traités graphiques qui montrent qui sortent du flat et qui vont un peu plus loin. Donc par exemple le travail tout en douceur aussi, un peu enfantin, de Saint Kian. Donc là on n'hésite pas à mettre des licornes, des poneys et des fleurs. Il y a un côté hyper naïf dans ces illustrations, une gamme de couleurs aussi qui est intéressante. Alors on voyait déjà pas mal de dégradés depuis quelques années, et donc là maintenant on va vers le flou. Vous voyez le petit nounours qui est sur l'image de gauche, les contours sont floutés. Et puis il y a une tendance aussi qu'on voyait déjà là, le multicase, comme sur l'image de gauche. On peut utiliser un visuel en le subdivisant en différentes cases, un peu comme la BD, pour raconter une histoire. Et donc le flou, il se voit aussi sur ce travail-là, où là vraiment c'est un travail à l'aérographe. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'utilisait plus trop et qu'on voit revenir en ce moment, avec des illustrations très naïves, très enfantines, des couleurs très fortes et tout ça. On ne cherche pas forcément la perfection du dessin, mais il y a un effet de douceur, d'enveloppement. On le voit aussi sur le travail d'Alexis Jamet. Alors peut-être que c'est en réaction à l'actualité et au monde très angoissant dans lequel on vit. Peut-être que c'est en réaction au flat design aussi, qu'on n'en peut plus. Mais voilà, en tout cas, ce flou revient.
et cette idée de texture qu'on ramène dans les illustrations. Et donc il n'y a pas que le flou, il y a d'autres manières de faire des illustrations texturées et des tas de matières. Et donc la matière, c'est pour nous un peu l'élément central de ces tendances 2025. On l'a repéré, donc, que ce soit le côté très grain, très, très flou, mais aussi donc, dans le milieu culturel, évidemment. Là, on a Macorlan, c'est une scène culturelle, et là, Nicolas Filoc en particulier a décidé de partir sur des visuels très, très expérimentaux. En fait, l'expérimentation, elle est vraiment mise à l'honneur ici, on trouve. Donc on a un mélange de matière, de fond. On se demande si c'est fait digitalement, traditionnellement. C'est vraiment tout ce mélange-là qui est intéressant. Et ici, en fait, Nicolas Filoc, il a un peu assumé, il assume le côté très brut aussi. On voit qu'il n'y a pas forcément de recherche de finesse ou de perfection. On est vraiment dans le brut de la matière. Pareil dans les corps, là on est sur des corps un peu difformes, un petit peu dans la recherche entre figuratif et abstraction. On ne pouvait pas parler de matière et d'expérimentation sans parler de Geoffroy Piton. Donc Geoffroy Piton, ce qui est intéressant, c'est que c'est un plasticien. Du coup, il a vraiment une approche très plastique du graphisme. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir son travail dans des dépliants comme ici. Donc là, c'est pour des scènes, c'est pour du culturel aussi, évidemment. Mais on a vraiment ce geste très spontané, que ce soit dans la typographie qu'il utilise en titrage. Il utilise aussi la typographie en chapeau, comme vous pouvez le voir à gauche. C'est assez original. C'est vrai que ça montre qu'on a beau avoir une grille très figée, quelque chose de l'ordre de l'édition avec une belle grille. Le chapeau à la main casse un peu les codes et ramène justement l'expérimentation. Donc Geoffroy Piton, c'est un très bon exemple pour ça. Et Super Terrain aussi. Donc Super Terrain, c'est un collectif qui fait beaucoup d'expérimentation, notamment avec de la sérigraphie. Donc là, à droite, par exemple, on peut voir un essai qu'ils ont fait, il me semble, à Les Arts Graphiques, où en fait, ils sont venus avec plein de balais, d'objets un peu comme ça, venir créer des formes abstraites, ce qui fait qu'on se retrouve avec des visuels super intéressants, super matiérés, et là le geste de la main est sublimé, quoi, pour nous. Et ils utilisent souvent aussi du coup ce procédé-là sur des affiches culturelles comme à gauche. Donc donc on voit que Super Terrain amène ce côté très main, très expérimental de la matière, mais on peut aussi utiliser la matière grâce à l'IA. Là, on commence un peu à l'utiliser, à en parler. C'est vrai que nous, à Pollen, par exemple, on a réalisé ces visuels avec l'IA. Et c'est pour vous montrer en fait que la matière, le grain, l'expérimentation, en fait, on pourrait tout de suite l'associer avec quelque chose de manuel, comme peut le faire Super Terrain. Et là, en fait, c'est aussi, maintenant, c'est aussi possible avec un outil qui n'est pas du tout authentique, qui est beaucoup plus, évidemment, digital. Donc ici, on a commencé à travailler avec l'IA, mais on s'est réapproprié ces visuels-là. On est venu rajouter de la colorimétrie par nous-mêmes, retoucher sur Photoshop, etc. On est vraiment dans une expérimentation aussi de notre côté, avec l'aide de l'IA évidemment comme outil, mais on reste quand même dans une démarche authentique, parce qu'on se réapproprie ces visuels. Voilà. Et du coup, tous ces grains, tout ce qu'on voit là sur ces images, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a vu dans beaucoup de tendances, y compris dans les tendances... la tendance qu'on va parler à l'instant. Ouais, la photo, c'est pareil. Il y a aussi le retour du pixel. Encore une fois, on cherche peut-être à s'écarter des photos super parfaites qu'on a pu faire jusque-là. Il y a toujours il y a la tendance avec les outils dont on dispose aujourd'hui et le numérique, où on peut avoir un grain de folie, une netteté, etc. Et du coup, il y a toujours un retour peut-être à l'ancienne, pour montrer que tout n'est pas super lisse et pour peut-être passer une émotion un peu différente. Et donc là, c'est le travail de ce qui est proposé sur les affiches de Chaillot,
où on voit que y a beaucoup de mouvements, il y a des personnages qui bougent, soit sur une écuyère sur un cheval, soit des danseurs, etc. Et donc, quand il y a du mouvement, il y a du flou, il y a du manque de pixels, il y a une espèce de grain qui se crée. C'est voilà, c'est un peu raté, c'est des photos un peu mal faites, entre guillemets. Il y a aussi des saturations de couleurs, comme si au développement traditionnel, il y a un bain qui fait virer la photo et qui est donné des couleurs hyper fluo. Donc voilà, on cherche peut-être à montrer des photos un peu en mode années 80, et en triturant les couleurs aussi, en les rendant hyper saturées. Et donc là, par exemple, ce qui nous a fait sourire sur le travail qui est proposé par Appelle-moi Papa, c'est donc il y a ces ciels qui sont hyper saturés, comme si la photo était complètement cramée. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux les plus vieux d'entre vous, les appareils photo qu'on utilisait avant au début du numérique, il y avait toujours sur la photo l'heure de la prise de vue. C'était super énervant pour arriver à l'enlever. Et donc là, c'est marrant, il y a l'heure de la prise de vue qui est indiquée. Donc c'est vraiment une espèce de quête d'authenticité et de rappel de comment on faisait avant pour montrer que c'est pas toujours super lisse, quoi. Alors voilà, ça c'est une première manière première tendance un peu photo. Autre manière de faire, avec les visuels d'Appelle-moi Papa et de Choc Le Goff à droite, Appelle-moi Papa à gauche. Donc sur le visuel de droite, là, ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on n'est pas en train d'essayer de vendre du gâteau, parce que sinon, je suis pas sûre qu'on aura envie de le manger. Donc là, c'est une photo de gâteau parce que c'était la 20e édition, donc c'était l'anniversaire de la Ciné Pride. Et du coup, Choc Le Goff, ils ont proposé cette photo de gâteau avec une espèce de crème pâtissière jaune dégoulinante, des fruits hyper rouges, la chantilly et tout. C'est hyper, il y a de la générosité, on en rajoute à fond et tout ça. Et c'est un genre de prise de vue qui est un peu, on a l'impression que ça a été fait dans les années 80, cette photo, quoi. Donc voilà, il y a un décalage et il y a un style de photo qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Pareil sur le visuel de gauche pour la Biennale des imaginaires numériques. Donc là, c'est une nature morte. On va mettre des objets complètement hétéroclites sur cette nappe avec des couleurs qui pètent, avec un gâteau là aussi en mode RVB hyper fluo. Et puis on va revenir à des procédés graphiques qu'on avait un peu oubliés, c'est-à-dire que là, la typo Biennale des imaginaires, elle a un contour rose. Et ça, c'est un truc dans les années, fin des années 80, début des années 90, qu'on faisait énormément, puis qui a complètement disparu, c'était super ringard. Et ça y est, ça revient. Donc voilà, autre manière de faire des photos aussi, comme on faisait avant, et qui du coup ramène de l'authenticité et qui distingue un peu les photos, c'est l'effet flash. Donc que ce soit sur la photo de gauche ou la photo de droite, on le voit encore plus sur la photo de droite. Donc il y a une mise en scène, on a l'impression que c'est pris sur le vif, mais bon, on a quand même aussi une nature morte avec ses crustacés et ses frites. Et ce verre de vin blanc, et l'effet flash fait que on a l'ombre projetée du verre de vin blanc, on a les frites qui commencent à partir un peu dans l'obscurité, l'effet flash, on l'avait complètement oublié en fait, parce que toutes les photos donnaient l'impression d'être prises en lumière du jour, et le fait de ramener du flash, ça renvoie à des photos qu'on ferait soi-même un peu à l'arrache, à l'argentique, voilà, en soirée, et donc ça incarne beaucoup plus les photos. Voilà, et du coup, cette opulence, cette générosité, on la voit là sur le visuel de droite, où on est sur le plan de travail d'une pâtissière, et il y a des gâteaux fluo dans tous les sens, il y a des couleurs à fond, voilà, c'est très généreux, on a l'impression que c'est un instantané aussi, que c'est pris sur le vif, parce qu'on a aussi cet effet flash sur la photo, on a aussi une grosse ombre portée et une lumière vraiment bien énervée, voilà, bien crue. Ce qui est intéressant sur ces visuels et sur le visuel de gauche aussi, c'est que du coup il y a cette générosité, c'est très, il y a plein d'éléments sur l'affiche. Et sur la gauche aussi c'est pareil, donc on va pas se mettre un petit bijou, on va s'en mettre 150 sur la figure. Il y a une typo très dessinée, et en fait c'est des visuels qui sans doute s'adressent plutôt à des jeunes et qui vont en tout cas
être très décomplexé et parler plutôt aux jeunes. Et c'est ça qu'on trouve intéressant. Et justement, on va parler un peu de comment on s'adresse à des personnes qui ont entre 15 et 28 ans. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la dernière partie de notre conférence. On trouvait intéressant de conclure là-dessus. Parce que c'est vrai que la dernière génération, la génération Z, elle est un peu, on trouve, exclue du milieu, en tout cas du monde de la consommation, en tout cas des marques. L'année dernière, on avait beaucoup parlé d'inclusivité, notamment des genres, etc. Et en fait, on trouvait que l'âge n'était pas forcément un sujet. Donc cette année, là, on voulait un peu faire la part belle de ça et montrer qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de marques qui maintenant s'adressent aux jeunes et qui du coup réutilisent leur code. Donc on a trouvé cette campagne, qui est une campagne Google, qui en fait s'adresse clairement à la génération Z. Donc l'idée, en gros, c'est une reconnaissance d'objets sur Internet pour les trouver et les acheter plus rapidement. Donc là, on est vraiment dans une réappropriation de leur code, c'est-à-dire qu'on a des couleurs très, très pétantes, très pastel aussi, mais qui sont très visibles, avec des typographies aussi assez lisibles, et notamment une manière de s'habiller très très colorée, on a plein de motifs, on y va, on en fait des caisses. Et exactement aussi pareil pour les mannequins. On est dans des mannequins vrais, les photos sont un peu prises sur le vif, donc voilà, c'est vraiment, ça s'adresse totalement à la génération Z. Et c'est la même chose pour cette marque, donc qui est une marque de bijoux pour ongles. Donc là, on est totalement dans la jeune génération. Et là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il est assez complet parce qu'il mélange plusieurs tendances. On a à la fois l'inspiration culture des années 90-2000 et aussi le début de l'ère numérique. Donc l'image de droite, clairement, c'est 100% ça. On est dans une espèce de ciel flouté, hyper kitsch en fond, le packaging qui vient par-dessus, emballé très... Enfin voilà, on est dans des visuels très crus et très kitsch avec ce vert aussi fluo assez fort. Et à gauche, on voit d'autres codes graphiques, notamment la typographie. Et on retrouve la typographie Priscilla dont on a parlé tout à l'heure, avec une typographie plus bâton qui l'accompagne. Et ce projet est intéressant aussi parce que dans la page d'entrée de leur site, c'est bon. La page d'entrée de leur site, en fait, c'est une vidéo qui est certainement tournée au caméscope, donc on en parlait juste avant avec Laurence. On est sur quelque chose d'hyper vrai, hyper kitsch, années 2000, et en même temps, les rayures là, qui font écho à une mauvaise qualité, on a l'étroitesse c'est fait exprès, c'est déformé. Donc tous ces codes-là, ils nous ramènent à ces années-là, ils nous ramènent du coup à quelque chose de très vrai. Et aussi au fait que là, ça tremble, on a l'impression que en fait, les jeunes peuvent eux-mêmes se filmer. On a l'impression qu'ils ont fait la vidéo eux-mêmes, c'est hyper saccadé, il y a des pixels, c'est de la basse def, voilà, on a l'impression que c'est fait maison. Ouais. C'est ça, donc du coup, pour s'approprier aussi ce genre de marque, c'est pas bête, enfin, ça surfe très bien sur les codes de la génération Z. Puis on est sur un produit aussi qui est très queer, très dans tout cet esprit-là. Et pour finir, on voulait parler de ce projet qui, pour le coup, n'est pas forcément destiné que à la génération Z. On est sur un plus grand public. En fait, c'est un programme de fidélité, Fleuz. Et donc, forcément, faut avoir un certain pouvoir d'achat. Donc, on est sur une cible un peu plus large. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils surfent et ils se réapproprient les codes de la génération Z, notamment dans donc les palettes de couleurs. On est sur des choses très acidulées, des dégradés qui pètent bien. On est dans aussi quelque chose de très bling bling, un peu kitsch, avec tous ces brillants, toutes ces brillances, ces bijoux à gogo, il y en a vraiment partout. Ouais, les petites illus aussi, il y a plein de petites illustrations. Alors là, on voit pas trop, elles sont en partie basse. Si vous voulez aller voir sur Koto Studio, il y a l'entièreté du projet. On est sur des illus très léchés, mais très kitsch aussi. Donc il y a une DA illu très intéressante. Et tout ça, en fait, finalement, on est sur quelque chose de très décomplexé. On ose, on y va. Voilà, l'image avec le torse et puis le bijou, pour nous, c'est assez parlant. Et puis tout ça dans une typographie, un logo très typographique,
assez simple mais impactant, avec un dessin assez original. Donc voilà pour cette dernière tendance. Donc là, on a un peu listé tous les éléments, que ce soit logo, typo, ILU, photo, dont on a parlé pendant la conférence. En gros, pour essayer de résumer un petit peu tout ça, on trouve que maintenant, on tend vraiment vers un graphisme un peu décomplexé. On veut de l'imperfection, on ne tend pas, en fait, on y est même. On y va. Veut de l'imperfection, on y va, on se fait plaisir, que ce soit donc avec l'illustration, tous les codes. Finalement, ce qui est intéressant, c'est l'imperfection. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal d'années, elle en a un peu parlé Laurence, mais sur quelque chose de très lisse. Donc il y avait le flat design, les logos, il y avait plein de choses qui faisaient qu'on était sur quelque chose de lisse et de j'allais dire sage, mais voilà. Donc là, on sort peut-être un peu de ça. On a envie de plus de liberté, de se faire plaisir. Et le retour aux années aussi, un peu 90, 70, etc., fait écho à ça. Parce que du coup, on se réapproprie aussi par exemple, le caméscope, on se réapproprie des outils qui, pour le coup, ne sont pas de bonne qualité. On sait en fait que ça va forcément ramener quelque chose d'imparfait. Mais finalement, c'est ça qu'on recherche maintenant. Donc voilà, c'est un graphisme totalement décomplexé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment l'intelligence artificielle arrive là-dedans. Donc nous, on a l'impression que ça devient un outil, c'est-à-dire que on va de plus en plus... Alors, on a déjà fait un mardi graphique sur l'intelligence artificielle, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site de Pollen Studio. Et ce que disaient déjà Étienne Mineur et Gilles Estinès, qui étaient invités, et qui se servent tous les deux de l'IA depuis Étienne Mineur depuis plusieurs années, mais Gilles aussi, c'est que pour eux, c'est vraiment un outil au service de leur créativité et au service de leur vision artistique, en fait. Donc, nous, on a l'impression que justement, l'IA, ça va peut-être ouvrir des portes de créativité nouvelles. C'est-à-dire qu'on a le stade où on essaye de faire des images parfaitement léchées, de super-héros, dans des mondes évidemment créés par l'IA, où on reconnaît tout de suite que c'est de l'IA. Très bien, ça, on pense que c'est une tendance, mais ça va passer, et que en fait, l'IA va devenir intéressante parce qu'elle va nous permettre de superposer des trucs, on va faire un fond à la peinture, on va le repasser dans l'IA, on va rajouter de la photo, on va rajouter du dessin par-dessus, on va coller des couches différentes, on va assembler des trucs, et en fait, chaque graphiste, chaque studio va faire sa propre recette à partir de ça. Et c'est un peu comme la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, où on a vu plein de tableaux différents, plein de trucs complètement différents, du vieux, du moderne, des choses qui se télescopent les unes les autres. Et peut-être que grâce à l'IA, on va arriver à une phase comme ça où on va retrouver de l'exubérance, tout mélanger et se faire plaisir à tester des nouvelles choses. Voilà, donc on a hâte de ça, on a hâte de voir ce que vous allez en faire, ce que les clients vont nous demander, et de voir ce qui va sortir. Merci. Voilà, j'avais oublié de dire que j'étais Laurence et que c'était Juliette de Pollen Studio. On ne s'est pas présenté au début. On fait à l'envers. Voilà. Donc si vous voulez nous poser des questions. Ouais. Donc comme je disais au début de la conférence, mais je pense que je vais aller voir, mais du coup vous avez dû commencer à poser des questions. Alors, tac. Là, il y a une question là. J'aime beaucoup. Pensez-vous aussi que ça vient en réaction avec... Alors du coup, on ne sait plus trop de quoi parler. Que ça vient en réaction à l'hyperréalisme qu'on retrouve dans les visuels générés par l'IA, donc potentiellement revenir à l'humain accident. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Enfin, on a l'impression qu'après ces années où on a un peu tout lissé, sans doute que le passage sur le web, le passage au smartphone et tout ça, ça a fait qu'on a vachement lissé les codes graphiques. Et là, nous, on a l'impression qu'on revient à des choses plus sensibles, plus faites main, voilà, et que finalement on va utiliser aussi l'intelligence artificielle pour ça, quoi. Mais comme on utiliserait du collage, du découpage, de la peinture, du pastel, n'importe quoi. C'est ça, parce qu'on peut lui demander n'importe quoi. Enfin, c'est vrai que là tu parlais des super-héros, des images très très lisses. En fait, nous c'est pas ça qui nous intéresse dans l'IA, c'est vraiment ce côté expérimental un peu, totalement. Alors, on lit en même temps, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'éco-conception? Comment se positionnent les tendances 2025? Alors ça, c'est une question de Graphic Vibes.
Et ben, alors effectivement, on n'a pas parlé Mm. d'éco-conception, donc c'est pareil, on a aussi fait un mardi graphique sur là-dessus, l'éco-conception. que vous pourrez retrouver sur le site de Pollen Studio dans l'onglet mardi graphique. Il faut scroller pour aller chercher les précédentes conférences. Par rapport à l'éco-conception, en fait, nous, on a l'impression que l'éco-conception, ça va devenir quelque chose qu'on va intégrer en tant que graphiste dans nos pratiques et que, exactement comme l'IA, où on ne cherche plus à montrer « Regardez, j'ai fait une image en IA et je veux que ça se voit que c'est de l'IA », et ben, on espère en tout cas que l'éco-conception va rentrer dans les pratiques et se généraliser et que du coup ce sera plus regardez, j'ai fait une image éco-conçue, ce sera plus une tendance à part entière, mais ce sera un réflexe en fait, ce sera quasi une obligation, un passage obligé d'intégrer l'éco-conception. Et ça veut pas forcément dire avoir une typo light noire ou en monochrome sur un fond blanc. Parce que l'éco-conception, il y a énormément de réponses différentes à apporter et pas forcément des réponses visibles. Donc voilà, on pense qu'on va intégrer l'éco-conception sans forcément qu'elle se voit, c'est ça. comme l'IA en fait, parce que évidemment qu'il faut faire des choses éco-conçues et donc ça doit devenir une seconde nature, quoi. Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un dialogue avec le client. Enfin, comme tu te dis, c'est pas forcément visible. Ça peut être la manière dont combien d'exemplaires on imprime, par exemple. Tout ça, c'est pas forcément visible sur le visuel. Donc, alors, il y a plein d'autres questions. Globalement, les tendances, c'est revenu au naturel. C'est revenir au naturel. Exactement. Après, au naturel et quand même à l'exigence graphique et quand même à de la recherche graphique. Ouais. Alors, il y a une question sur le replay. Donc oui, il y aura bien un replay de la conférence. Ça, on allait en parler à la fin. Donc pour les couleurs, des couleurs tendances en... Ah pardon, j'ai loupé une autre question. Avez-vous une IA de prédilection? Si oui, laquelle? On utilise Midjourney. Clairement, c'est la seule IA qu'on utilise. On n'a pas trop utilisé les autres, mais ce qui est intéressant, Midjourney, déjà, on a eu une formation par Sylvain. Je ne sais pas si Sylvain est parmi nous, mais donc on a pu un peu dompter la bête. Et puis c'est vrai que maintenant, on utilise beaucoup plus naturellement. Mais c'est vraiment l'IA qu'on utilise. Ouais, on utilise un petit peu ChatGPT, mais voilà, mais rarement en fait. C'est ça. En tout cas pour les images. Globalement, les tendances... non, ça on l'a déjà vu. Tac. Et là, il y a une question sur les couleurs. Des couleurs en tendance graphique ou bien ça suit la mode et sera le mocha? Alors les couleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus. On a vu passer les Pantones de l'année, etc. Je crois que c'est une sorte de marron poudré un peu, j'ai pas le terme. Mais voilà, ah bah oui, c'est le mocha. Merci. Mais non, moi je dirais que globalement les couleurs, comme on a montré à l'écran, on est sur des couleurs qui peuvent être hyper saturées. On n'hésite pas à y aller. Après, il y a aussi évidemment la question de l'éco-conception dans tout ça, mais ça mélange un peu tout. Je sais pas, tu avais des choses à dire? Après, tout dépend si on est en impression, enfin si on parle de print ou si on parle de web. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas sur les réseaux, on voit beaucoup de couleurs super flash, quoi. Comment vos clients se positionnent sur ces tendances? Alors, c'est quand même moyennement compatible l'éco-conception et l'IA. Bah oui, carrément. Ouais, c'est clair. Carrément, c'est clair. On est dans un monde où tout part dans tous les sens et où on fait des fois le grand écart. Voilà, c'est ça, il y a des contradictions de dingue. Donc, oui, c'est sûr que nous, on utilise de temps en temps l'IA, mais on n'est pas non plus... Alors, il s'est monté des agences full IA, vous avez dû voir. Il y a des agences dont la promesse, c'est de faire que des trucs entièrement conçus par IA. Y a pas... Alors après, pour nous, la solution, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il faut essayer de faire au mieux avec les impératifs qu'on a. On a aussi évidemment des clients face à nous qui nous donnent leurs contraintes. Et l'idée, c'est de faire au mieux avec les contraintes de nos clients et en utilisant les ressources qu'on a à notre disposition sans gaspiller. Voilà, c'est vraiment du bon sens, quoi. Mais oui, je suis d'accord, IA et éco-conception, c'est moyennement compatible, ouais. Il y a la même question de Lisa Buffet. Est-ce que l'éco-conception ne se pose pas à l'énergie dépensée, etc. Ouais. Comment vos clients se positionnent sur ces tendances? Alors, c'est sûr que
tout dépend des clients. On a montré beaucoup d'exemples dans le milieu culturel. Évidemment, c'est souvent sur ce genre de propositions ou de demandes du milieu culturel que les graphistes peuvent pousser le plus loin possible leur recherche graphique. Pour autant, on pense que là on est peut-être un petit peu en avance en montrant ces tendances-là. On ne voit pas encore des campagnes ou des rapports d'activité montrer des choses comme on a pu les présenter là. Ça va sans doute venir petit à petit et infuser petit à petit. Peut-être que des grandes marques de mode hyper fashion vont s'en saisir en premier et qu'ensuite ça va arriver doucement vers des marques plus plan-plan et voire des institutions. Mais il n'empêche que des institutions publiques peuvent déjà se saisir d'un ensemble de couleurs ou d'une typo. C'est ça leur permet pour nous en tout cas, on pense que leur œil s'inspirer. De voir ce qui se fait, de se dire ah oui, alors je vais peut-être pas aller jusque là pour l'instant, mais en tout cas je vois ce qui est tendance et puis ça éduque l'œil quoi. Enfin, c'est vrai que nous les graphistes on est plus habitués, mais en tout cas le fait que les clients puissent voir ces tendances-là apparaître, ça permet d'éduquer leur œil, quoi. Donc ils vont peut-être pas tout prendre d'un coup en bloc, mais ça va venir petit à petit, quoi. Et puis après, c'est à chaque graphiste de conseiller son client en fonction du message qu'il veut délivrer, des cibles auxquelles il s'adresse et tout ça. Okay. Alors, une grande question. La tendance se construit donc à la contradiction avec la volonté de lissage de perfection des images IA, tout en intégrant l'IA dans des recherches d'imperfection. C'est une recherche d'équilibre instable, mais qui pousse à l'expérimentation, c'est cool. Que serait, selon vous, la manière d'être proactif plutôt qu'en réaction par rapport à l'IA? Qu'est-ce qu'on peut donc tenter? En effet. Alors, comment être proactif plutôt qu'en réaction par rapport à l'IA? C'est vrai que, déjà, allez regarder ce que fait Étienne Mineur, abonnez-vous à ses fils et tout, parce que vraiment, lui, il en parle beaucoup et il fait plein de choses là-dessus. Et lui, clairement, ce qu'il dit, c'est que... alors moi ça fait très très longtemps que je suis graphiste, au moment où sur Photoshop il y avait un nouvel outil qui permettait de faire un flou, ou il y avait un nouvel outil qui permettait autre chose, tout le monde s'en saisissait et tout le monde bricolait avec. Là moi j'ai l'impression que c'est un peu ça qui revient avec l'IA, alors puissance 10 000, parce qu'effectivement c'est un outil, ce sont des outils très très puissants, et effectivement ça a fait peur aux graphistes peut-être à un moment où on s'est dit oulala, mais en fait on va disparaître parce qu'il va suffire de taper un prompt pour avoir une image en 2 secondes. On en revient un peu de ça et on pense que pour être proactif, plutôt qu'en réaction par rapport à l'IA, il faut s'en saisir, il faut y aller, il faut essayer, il faut l'utiliser comme un outil, se former. Alors, pas forcément en s'en servant à tire-larigot pour un oui, pour un non, parce qu'on l'a dit, c'est pas forcément très éco-compatible. Mais en tout cas, comme vous utiliseriez, j'en sais rien, moi, la pipette ou je sais pas quel outil sur Photoshop, essayez, regardez ce que vous arrivez à en faire, et si vous l'utilisez dans l'idée de vous en servir dans votre vision graphique créative, vous allez être proactif plutôt qu'en réaction, quoi. Oui, c'est ça, faut vraiment faut se le réapproprier. Si ça peut vous permettre de sortir des choses que vous n'auriez pas forcément fait par vous-même, par manque de moyens, par de manque temps, de technique, par manque de temps, c'est ça qui est intéressant avec l'IA. C'est pas, nous, c'est ça qu'on cautionne, qu'on pousse, notamment dans cette conférence. C'est pas forcément le fait de l'utiliser à gogo, quoi. Le côté éco-conception, évidemment, on y pense un peu tous les jours. Après, il y a Lise Rousseau qui nous dit des tendances pas toujours compatibles avec l'accessibilité. Alors, évidemment, là, ce qu'on montre, c'est des travaux graphiques un peu, poussés. Parfois aux extrêmes. Et c'est vrai que c'est effectivement pas toujours compatible avec l'accessibilité. Donc, il y a l'éco-conception qui fait partie des choses auxquelles le graphiste doit se confronter, mais il y a aussi l'accessibilité, et c'est sans doute une tendance qui va être de plus en plus, une demande en tout cas de la part des clients qui va être de plus en plus forte. C'est difficilement supportable aujourd'hui d'exclure une partie de la population quand on fait une affiche pour un théâtre ou quand on fait un programme d'expo.
Donc oui, c'est sûr que ces tendances ne sont pas toujours compatibles avec l'accessibilité. Il y a sans doute là aussi un champ d'expérimentation. Comment est-ce qu'on arrive en tant que graphiste à s'approprier les tendances visuelles et à faire des propositions intéressantes visuellement et accessibles. Voilà, il faut tous qu'on s'en empare, quoi. C'est ça. Que pensez-vous des éléments 3D intégrés dans une identité visuelle à l'image du projet de Koto? Alors, je clique juste sur le lien. C'est vrai que nous, la 3D, c'est pas forcément, enfin, c'est même pas du tout quelque chose qu'on fait à Pollen. Donc, voilà, on propose pas ça, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas sensible. Là, en effet, c'est un projet. C'est esthétiquement séduisant. Après, tout dépend de la demande du client, en fait. Est-ce que ça a du sens de faire des projets où on mêle de la 3D à l'identité visuelle? On n'a pas le temps là de lire le projet et de savoir pourquoi ça a été créé avec de la 3D, mais en tout cas le rendu est assez esthétique. C'est vrai que ça fait un peu penser aux années 2000 dont on parlait avec l'alu. En fait. Quelque chose de un peu kitsch, début d'ère numérique. Quelles sont vos sources d'inspiration favorites pour nourrir graphiquement votre cerveau? Plein. C'est vrai on utilise beaucoup Instagram où on suit beaucoup de studios, un peu nos studios coup de cœur, des freelances, toutes sortes de choses. Donc ça nous permet d'avoir un peu un fond avec les nouveautés, quoi, parce que dans le feed on a plein de nouvelles choses. Donc c'est comme ça aussi qu'on voit les tendances arriver. Après, un peu comme tout le monde, Behance, Pinterest, plein de sites, It's Nice That, ce genre de choses. Et puis quand même, pour les vieux, Étape. Étape n'est plus que ce que c'était, mais on a un stock d'étapes à l'agence assez inépuisable. C'est vrai. Donc voilà, il y a aussi quand même un petit peu de presse spécialisée. Ouais, vraiment. Et puis oui, c'est ça, on mais regarde. Oui, vraiment, en fait, c'est vraiment les sorties des projets des agences et des boîtes et des freelances qu'on admire qui nous permettent principalement aussi de se nourrir et de voir les tendances. Et puis la mode, et puis on est 5 aussi. On est 5 à l'agence, donc quand il y en a un qui voit un truc, il le montre aux autres. Voilà, il y a le fait d'échanger à plusieurs aussi. On parle beaucoup de nos coups de cœur. C'est vrai qu'il y a une période là, de l'année dernière ou d'avant, je crois, on avait fait ça sur notre Instagram. On mettait nos coups de cœur un peu du mois, je crois, et ça permet de se nourrir, quoi. Tout ce qui est culturel, en fait, globalement. Ça arrive doucement. Il y a un exemple de rapport d'activité qui reprend ces codes. Back Market, vraiment beau travail. Oui, je suis d'accord, c'était un super beau projet. Ceux qui connaissent pas de Studio WAM, c'était très intéressant. Et oui, il y a des studios comme Studio WAM qui en effet ont des clients plus ou moins corpos ou qui peuvent être peut-être un peu moins dans le culturel, mais qui proposent quand même des codes graphiques un peu décalés, un peu tendance. La marque Back Market, c'est un super exemple parce que c'est vraiment, créativement et graphiquement, c'est vraiment chouette, quoi. Alors maintenant, ça fait peut-être 2-3 ans qu'ils ont revu leur identité visuelle, mais c'était vraiment une marque avec aussi bien la charte graphique que les illus, que les couleurs, que la typo utilisée, que la campagne d'affichage, vraiment tout était super aligné, que le ton de la campagne aussi. C'était vraiment un super exemple, quoi. Donc, oui, il y a des beaux exemples, heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on en a loupé? N'hésitez pas à nous le dire. Il est 12h20, donc ça fait 20 minutes. On a encore un petit peu moins de 10 minutes pour prendre des questions, si vous en avez. Je vais remonter dans Je regarde si on en a sur le Slack, mais non. Donc oui, je vais en profiter là pour reparler du replay. Donc on a bien enregistré la conférence pendant qu'on la faisait. Donc pour ceux qui veulent la regarder ou qui ont loupé le début ou autre, donc elle sera disponible quelques jours sur Twitch, sur notre chaîne. Et après, en général, on la met sur notre site internet, rubrique Mardi Graphique. Voilà, vous savez tout. Ça m'a l'air... Ouais, je sais pas s'il y a d'autres questions.
j'ai pas repassé la conférence, mais Non, mais je pense que... on va pas... Enfin, on va attendre 1 ou 2 minutes si jamais vous êtes... quelqu'un est encore en train Tout à fait. de taper une question. Ouais. On a des petits merci, donc Bah oui, c'est merci cool. à vous surtout d'avoir été là. Là, vous êtes encore 150. C'est vrai que c'est une conférence les tendances, c'est tous les ans, le petit rendez-vous sur Twitch. On aime bien ça, mais on aime bien aussi vous voir en vrai. Du coup, là, on n'en a pas encore parlé, mais Ouais, si vous avez des sujets pour les prochains mardis, n'hésitez pas à nous... Oui, c'est ça. nous en Si vous faire avez des part. idées de sujets à aborder, parce que quand on fait les conférences en live à l'École des Beaux-Arts de Rennes, on aborde des sujets, voilà, il y a eu les identités visuelles de start-up, les identités visuelles de territoire, les festivals, enfin voilà, plein. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les ça. souffler. On en a toujours, mais c'est bien aussi d'en avoir de vous. Exactement. Aussi. Ouais. Voilà. Et super, j'ai l'impression que vous n'avez plus de questions. Moi, j'entends mon ventre qui commence à gargouiller là, c'est terrible. Il est l'heure, ça y est. Une idée du prochain marguerite? Non, justement. Si, des idées, on en a plusieurs, mais faut qu'on choisisse. Voilà. On se demandait si on n'allait pas parler des rapports d'activité, par exemple, faire quelque chose plus sur l'édition ou l'identité des événements. Voilà, on est encore en train d'y réfléchir. Exactement. C'est super en tout cas. Ouais, les systèmes graphiques, ça peut faire partie de ce qu'on peut traiter. Motion design, on a déjà fait un mardi graphique sur le motion design. Après, c'était pas spécifiquement sur l'identité visuelle. Mais voilà, rapport d'activité, ça vous plaît, donc c'est cool. Édition jeunesse ou ado, ça commence à être un petit peu loin de... C'est un peu trop, c'est illu, ça part un peu du milieu du graphisme peut-être. C'est un peu pointu. C'est ça, mais bon, voilà. Mais le côté jeune, c'est vrai qu'on en parlait de la dernière génération, c'est sûr que... Ouais, et puis l'illustration aussi, on s'était posé la question, mais l'illustration c'est tellement vaste, c'est hyper dur de... Sur l'illustration, un mardi ça suffit pas, quoi. Il y a tellement de styles illustratifs et tout, donc faudrait qu'on resserre, voilà, donc mais en tout cas c'est sympa, merci pour vos idées. Design social, c'est une bonne idée aussi. Identité des centres commerciaux. Alors là il y aurait de quoi faire, mais pas forcément en positif. Ça serait super. Okay. Ouais, l'identité des territoires, on en a fait 2, je crois, sur l'identité des territoires, parce que le tout premier mardi graphique parlait de l'identité visuelle des territoires, et on en a refait un 5 ans plus tard, donc il y a peut-être 1 ou 2 ans, où on a refait le point sur l'identité visuelle des collectivités, communes, communautés de communes, régions, etc. Donc voilà. Donc si vous voulez aller les revoir, c'est sur notre site. Le tout premier, et puis l'autre, je sais plus le combienième c'est, mais... Livre graphique, livre d'artiste. Design social, rapport d'activité. On va tout noter, on va garder les idées. Super. Ok, bon, c'est l'heure d'aller manger. Au revoir et d'aller manger, exactement. Merci beaucoup, et bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Au revoir.